Vous êtes dans un musée français, devant une toile de Rembrandt, Van Gogh ou Monet. Évidemment, l'émotion bat à son plein. Vous levez votre appareil photo pour photographier la toile, quand soudain, un gorille vous tombe dessus. Photo interdite! Eh bien, vous savez quoi? Ce musée n'a probablement pas le droit de vous interdire de prendre des photos. Suivez-moi pour un match de boxe contre le Louvre et Van Gogh. Bonjour les locos, je suis Blaise Fiedler de Photoloco et comme moi, vous avez sans doute déjà vu les panneaux interdits de photographier dans les musées nationaux français. Eh bien, la réalité juridique, c'est qu'il est bien souvent interdit au musée de vous interdire de photographier. On va réfléchir un peu à pourquoi un musée pourrait vous interdire de photographier. Je vois trois raisons. D'abord, ils ne veulent pas que vous endommagiez les œuvres. Deuxièmement, ils ne veulent pas que vous rendiez l'expérience des autres visiteurs du musée absolument terrible. Et la troisième, c'est parce que le musée a des droits sur les œuvres et qu'ils ne veulent pas ensuite qu'avec vos magnifiques photos, vous puissiez vendre des photos de leurs œuvres en mettant la photo sur des mugs, des posters ou des puzzles. On va commencer avec cet aspect juridique, donc les droits. Quand vous achetez votre Rembrandt sur Le Bon Coin, en réalité, vous n'achetez pas tout Rembrandt. Vous achetez uniquement le bien physique. Vous achetez la toile et les pigments. Et c'est exactement ce que va faire le Louvre et le musée d'Orsay. Et pourquoi ça c'est important? Parce que dans toute œuvre d'auteur, qui est protégée par la propriété intellectuelle, donc, il y a deux propriétés. Il y a la propriété matérielle, corporelle, et la propriété intellectuelle. Bon, la propriété corporelle, c'est facile à comprendre, hein, c'est vraiment la toile elle-même. Vous allez au musée d'Orsay, vous ne pouvez pas partir avec Van Gogh sous le bras. Ça, c'est clair. Ce qui est plus difficile à comprendre, c'est cette notion de droit d'auteur et le fait que acheter une toile ne vous donne pas automatiquement, ou dans la plupart du cas d'ailleurs ne vous donne jamais, ce fameux droit d'auteur. Cette distinction est vraiment super importante. La propriété corporelle ne vous donne pas le droit d'exploitation de l'œuvre. C'est un peu comme si vous achetez une musique, vous pouvez tranquillement la jouer, mais vous ne pouvez pas vous mettre à la diffuser et la revendre comme vous voulez. Et bien c'est pareil, quand les musées achètent un tableau, ils ont le bien corporel, mais ils n'ont pas le droit d'auteur sur cette œuvre. Bon, alors qu'est-ce que c'est que cette propriété intellectuelle, ce droit d'auteur? Mais il y a deux composants principaux. D'abord, le droit moral. Le droit moral est incessible. C'est-à-dire que le créateur de l'œuvre, Rembrandt, Van Gogh, Monet, ont ce droit moral et le gardent à vie et à mort. Incessible. Donc attention, ce n'est pas le musée ou l'acquéreur de l'œuvre qui a ce droit moral, c'est celui qui a créé l'œuvre. Le droit moral limite les usages qui peuvent être faits d'une œuvre. Notamment, il ne faut pas que cette œuvre puisse porter atteinte à l'auteur, le mettre dans une mauvaise situation. Donc, pour qu'on puisse utiliser le droit moral pour vous interdire de photographier, il faudrait que l'acte même de prendre une photo porte atteinte à Van Gogh ou Monet. Donc vous pouvez bien imaginer que en ce moment, ils ont d'autres chats à fouetter que se demander si l'oncle Bob est en train de prendre une photo de leur tableau. Donc le droit moral, qui fait partie de ce droit d'auteur, n'est absolument pas opposable à un photographe qui voudrait prendre une photographie d'une œuvre. Bon, je vous ai dit qu'il y a deux choses dans le droit d'auteur. Le droit moral qu'on vient de voir, et le deuxième, c'est le droit patrimonial. Le droit patrimonial, c'est les pépettes. C'est ce qui permet à un auteur de récupérer de l'argent pour l'exploitation économique de son œuvre. Ce droit patrimonial est régi par le Code de la propriété intellectuelle, les fameux articles 122.1 à 122.12, dont je vous ai déjà parlé dans cette incroyable histoire du photographe qui s'est fait piquer une photo de la Lune et qui a réussi à perdre son procès, malheureusement pour lui. Si vous ne vous rappelez pas de cette histoire, je vous mets un petit lien pour la vidéo juste ici, que vous puissiez la retrouver. C'est une histoire assez intéressante pour comprendre le droit d'auteur et la propriété intellectuelle. Bon, au niveau du droit patrimonial, ça donne tous les leviers à l'auteur pour gérer
son œuvre, donc là, en l'occurrence, son tableau. Il peut décider de vous donner l'autorisation ou non de photographier son œuvre. Par contre, contrairement au droit moral, le droit patrimonial est limité dans le temps, en France spécifiquement 70 ans après la mort de l'auteur. Donc, Van Gogh, Rembrandt, Monet, vous êtes bons, ils sont morts depuis bien plus que 70 ans, et du coup, il n'y a plus de droit patrimonial sur cette œuvre. On appelle ça des œuvres libres de droit ou sorties du droit patrimonial. Et là, c'est vraiment le open bar. Vous pouvez y aller, ça fait partie du patrimoine de l'humanité. Vous pouvez utiliser ces photos absolument comme bon vous semble. Prendre les photos, et c'est vraiment le cœur de mon sujet, et les utiliser, même à des fins commerciales. Vous pouvez faire vos mugs Van Gogh, il n'y a pas de souci. On ne peut pas vous opposer ce droit patrimonial, puisqu'il n'y a plus de droit patrimonial. Partons maintenant dans le cas où les œuvres ne sont pas libres de droit, où ce droit à la propriété intellectuelle, et notamment le droit patrimonial, s'applique encore. Par exemple, une œuvre de Picasso, qui n'est pas mort il y a 70 ans. Dans ces cas-là, l'artiste, ses ayants droit ou les personnes auxquelles il a décidé de donner ce droit patrimonial peuvent s'opposer à ce que vous preniez là en photographie l'œuvre de Picasso. Ils ont tous les droits de s'opposer à ça. Tous les droits, sauf qu'il existe une faille dans le système juridique. Cette faille, elle est aussi dans le Code de la propriété intellectuelle, sous l'article 122.5, et on appelle ça le droit à la copie à usage privé. Cet article dit simplement que les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective ne peuvent être interdites par l'auteur. Bam! Une copie ne peut être interdite par l'auteur. Donc, vous pouvez y aller. La copie à usage privé vous donne absolument l'autorisation de photographier toute œuvre, même celles qui ne sont pas encore tombées dans le domaine public. Alors attention, je souligne ça vraiment de façon très importante, vous avez le droit de photographier l'œuvre, mais vous n'avez pas tous les droits pour la diffuser. Donc concrètement, vous photographiez un Picasso, vous l'imprimez pour la mettre chez vous, pour la montrer aux membres de votre famille, il n'y a pas de souci. Par contre, vous ne pouvez pas la diffuser sur Photolocaux ou alors imprimer un poster ou un puzzle avec, ou la mettre sur un de vos articles dans le blog. Tout ça, c'est complètement interdit et vous seriez redevable donc, de payer un droit d'auteur pour l'utilisation de cette image. Il y a en France un organisme qui s'appelle ADAGP, un peu comme la SACEM, qui va venir frapper à votre porte et venir récupérer de l'argent pour l'utilisation de cette photographie, que vous l'ayez faite vous ou que vous l'ayez empruntée à quelqu'un. Donc dans tous les cas de figure, la loi est avec vous. Vous avez le droit de photographier les œuvres dans un musée. Que ce soit une œuvre dans le domaine public ou non. Bon, mais si la loi est avec vous, il reste quand même quelque chose qui s'appelle le règlement intérieur du musée, que vous acceptez tacitement en achetant votre billet ou en rentrant dans le musée. Et si le règlement intérieur dit « Eh bien, je vous interdis de prendre des photos », qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, déjà dénoncer ce règlement intérieur. C'est un règlement intérieur tout simplement illégal. On ne peut pas s'opposer à la loi. Il y a une sorte de hiérarchie des régimes et la loi est au-dessus du règlement intérieur. Pas plus qu'un règlement intérieur pourrait par exemple dire moi j'interdis aux Australiens et aux bouddhistes de venir dans mon musée. Ça, c'est pas possible évidemment. Il y aurait, je pense, une contestation assez forte de la communauté australienne bouddhiste qui ferait ça. Eh bien, les photographes, pareil, vous pouvez contester ce règlement intérieur parce qu'il est tout simplement illégal. Après, il faut rester lucide et rationnel. Il peut y avoir des vrais abus faits par les photographes dans un musée où le règlement intérieur a son sens. Par exemple, l'utilisation du flash avec des pastels, à force, les œuvres vont perdre des couleurs.
Et puis alors, mon abomination, les perches à selfie, il y a un vrai risque, quand vous le passez par-dessus une petite barrière de sécurité, d'endommager les œuvres. Évidemment, vous allez mettre un trépied au milieu d'un hall où il y a beaucoup de monde. Pareil, ça ne marche pas, parce que vous allez gêner les autres personnes qui sont en train de regarder les œuvres. Donc là, le règlement intérieur, évidemment, fait du sens. Mais bon, avec la grande éducation photo locaux que vous avez, je vois vraiment pas comment tenir un appareil photo dans sa main, où vous avez désactivé tous les bruits sur l'appareil photo, vous ne travaillez pas avec le flash, vous n'avez pas de perche à selfie ou de trépied d'éclairage déporté, eh bien je vois vraiment pas comment vous pouvez gêner les autres visiteurs ou mettre une œuvre en danger. Mais là, on est plus sur le terrain du civisme, vraiment que de la légalité. La loi est avec vous. Oui, vous pouvez photographier. Mais honnêtement, je vois mal comment un simple visiteur, même muni des articles de loi, va pouvoir aller contester le règlement intérieur d'un musée, code 122, alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle. On risque très fort de leur congédier. Manu militari du musée, vous n'aurez rien gagné évidemment en faisant ça. Ceci dit, on a affaire à des gens intelligents. Ils se sont réunis il y a 3 ans, une vingtaine de grands musées français se sont réunis pour écrire cette charte, tous photographes. Tous ces grands musées, Orsay, le Louvre, avaient affaire évidemment à des hordes de touristes qui arrivaient avec des selfies, il fallait gérer cette affaire. Et donc ils ont fait pas mal de réunions et ils sont arrivés avec une charte que je trouve superbe, élégante, succincte, belle et surtout 100% pertinente. Alors, la vérité c'est que c'est plus une charte qui est destinée aux visiteurs photographes qu'aux musées eux-mêmes, qui auraient quand même pas mal de choses qu'ils pourraient revoir par rapport à la loi. Hein. Alors, 5 articles, c'est tout, je vous dis, c'est vraiment succinct. 4 articles, à mon avis, qui sont faits pour les visiteurs, et un article qui est modérément fait pour les musées. Je vous mettrai le lien sur Photolocaux pour que vous puissiez télécharger cette charte. Rapidement, article 1, désactivez votre flash et n'utilisez pas la perche à selfie. 2, attention à ne pas casser les œuvres quand vous les photographiez. Article 4, vous ne pouvez pas photographier le personnel qui est dans le musée. Là, c'est le droit à l'image, très bien aussi. Et numéro 5, si vous voulez utiliser du matériel supplémentaire, comme des trépieds, vous devez en faire une demande spécifique au musée. Tout ça, c'est vraiment parfait. Article 3, c'est le seul qui concerne indirectement le musée. Le visiteur peut partager et diffuser ses photos sur Internet, les réseaux sociaux, dans le cadre de la législation en vigueur. Parfait, bon, ça ne fait que rappeler qu'ils veulent bien appliquer la loi. Par contre, là où c'est intéressant, petite italique en dessous, l'établissement met à disposition gratuitement sur leur site internet des versions numériques des œuvres. Et là, je dois rigoler, parce que quand vous allez par exemple sur le site du musée d'Orsay, vous avez bel et bien les Van Gogh qui s'y trouvent, mais alors en résolution 600 pixels et avec une grande filigrane dessus. Alors qu'on est sur des œuvres dans le domaine public. Là. Donc c'est, oui, ok, ils me mettent à disposition des œuvres, mais dans une qualité qui est tellement basse et quasiment inutilisable que je trouve qu'ils ne font pas bien leur boulot par rapport à cette charte. Bon, cette charte, tous photographes, c'est exactement ça. C'est une charte, c'est pas un texte de loi. Ça a été fait par le ministère de la Communication et de la Culture pour sensibiliser autant les visiteurs que les musées, mais c'est pas forcément adopté par tous les musées nationaux. Si vous voulez aller un petit peu plus loin dans le cadre juridique, je vous recommande très chaleureusement le petit e-book gratuit de Pierre Noual, dont beaucoup de ma conversation est issue, qui s'appelle Photographier au musée, guide de sensibilisation juridique à l'usage du visiteur photographe. Mais alors là, je trouve qu'au contraire, il parle plus aux musées. Si les musées pouvaient lire et appliquer le petit e-book de Pierre Noual, ce serait vraiment extraordinaire. Donc ça, 16 pages, ça se lit très facilement, un petit rappel des articles de loi. J'aime bien ce petit e-book disponible sur Photolocaux gratuitement. Allez, je termine ça avec une vue un peu plus personnelle sur le sujet. Je vous ai parlé aujourd'hui du cadre légal et je vous dis, allez-y, vous avez le droit de photographier dans un musée. D'un point de vue plus personnel, je ne photographie quasiment plus dans un
musée. En fait, dans un musée, bon, vous avez un recueil de pas mal d'œuvres et vous pouvez à peu près tout trouver, ces œuvres, sur Internet. Donc quand je vais dans un musée, c'est plus pour aller voir le travail qu'un directeur du musée a fait pour mettre en position ces différentes œuvres, la séquence logique entre les différentes œuvres, les évolutions du travail de l'artiste. Par exemple, comprendre ce qui a poussé le directeur du musée à choisir ces différentes œuvres, voir les différences de style dans les œuvres, que les œuvres individuelles qui m'intéressent. Les œuvres individuelles, on peut les trouver sur Internet. Le travail d'un conservateur de musée, il faut aller dans le musée pour vraiment le vivre et le sentir. Et j'ai l'impression que quand je suis derrière un appareil photo, je suis en train d'essayer de peaufiner les réglages techniques, d'éviter les reflets, et je passe plus de temps sur la technique photographique que à regarder et à m'imprégner du travail de ce conservateur de musée. Et je ne sais pas vous, mais moi, toutes les photos que j'ai pu prendre dans un musée, quasiment aucune, je l'ai regardée ensuite, et a fortiori, imprimée. Donc, mon conseil, c'est vraiment personnel, je ne veux pas essayer de vous influencer, c'est quand on est dans un musée, c'est profitez-en pour vraiment regarder ce que le musée a à vous offrir. Et si vous aimez quelques œuvres, vous pourrez aller acheter une carte postale à la boutique du musée ou télécharger l'œuvre en haute définition que vous allez trouver sans aucun problème sur Internet. Bon, maintenant j'aimerais commencer une conversation avec vous. Qu'est-ce que vous avez eu comme expérience déjà quand vous photographiez dans un musée français? Est-ce qu'on vous a déjà reproché d'utiliser l'appareil photo? Est-ce que voir tous les autres gens en train de photographier vous rend complètement fou et vous mettez un grand pouce vert sur l'interdiction totale de photographie dans un musée? Est-ce que vous avez déjà eu des comportements bizarres de gardiens de musée par rapport au droit et à cette interdiction de photographier? Dites-moi un peu ce que vous en pensez, utilisez les sections commentaires pour me laisser votre avis sur le sujet. Et si vous avez aimé le contenu de cette discussion, laissez-moi un petit like, ça fait toujours plaisir. Et si vous avez des photos remarquables que vous avez prises dans un musée et qui sont libres du droit d'auteur, venez les partager sur Photolocaux. On est maintenant 28 000 et je serais enchanté, personnellement, si tout à l'heure on est 28 001 grâce à toi. Je suis Blaise Fiedler de Photolocaux et je vous dis à tous, à bientôt. Saviez-vous que je propose 2 formations sur le flash? La première vous explique comment résoudre les principaux problèmes de lumière avec un flash automatique en TTL. La seconde, avec 5 heures de vidéo, est dédiée aux strobistes studio de rue et va vous apprendre à bien utiliser en déporté vos petits flashs pour créer de la grande lumière.